En 1945, les États-Unis et l'URSS sont alliés, comme on le voit sur cette photographie prise en Allemagne en avril 1945. On voit à gauche un soldat américain et à droite un soldat soviétique. Les deux soldats se serrent la main. Derrière eux, une affiche représente deux soldats américains et soviétiques qui piétinent un drapeau nazi. Cela rappelle l'alliance entre ces deux pays pour vaincre l'Allemagne nazie et ses alliés de l'Axe. La victoire des Alliés est immédiatement suivie par la création de l'Organisation des Nations Unies, qui doit rassembler tous les pays du monde et qui apporte un espoir de paix. Voici une courte vidéo pour comprendre les objectifs et le fonctionnement de l'ONU. L'ONU. Si tous les gars du monde voulaient se donner la main, disait le poète Paul Fort. Après la terrible guerre mondiale de 39-45, c'est un peu ce que se sont dit les dirigeants des pays qui avaient gagné la guerre. Si tous les pays du monde. Ainsi est née l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Le but était d'abord de créer un lieu où seraient réunis en permanence des représentants de tous les pays signataires de la Charte des Nations Unies. Quand un conflit éclate entre deux pays, c'est à l'ONU que l'on essaye de trouver une solution diplomatique. Si aucune solution n'est trouvée, l'ONU doit prendre position et tenter d'imposer le respect du droit international. Car tous les pays membres de l'ONU doivent respecter certaines règles, comme celle de ne pas envahir le pays voisin ou de ne pas piller les richesses des autres. Donc, quand il y a un conflit entre deux pays ou même un conflit violent dans un pays, entre deux ou plusieurs parties de la population, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit pour prendre des décisions. Le Conseil de sécurité est composé des représentants des 5 pays vainqueurs de la dernière guerre mondiale, États-Unis, Russie, Grande-Bretagne, Chine et France. Ce sont les 15 membres du Conseil de sécurité votent des résolutions. Ce peut être des protestations, des recommandations ou des sanctions. L'ONU peut décider qu'on ne peut plus vendre d'armes ou de pétrole ou toute autre chose à un pays qui aurait violé la Charte des Nations Unies en envahissant son voisin ou en bombardant son peuple qui demandait plus de démocratie par exemple. Une armée formée de soldats de plusieurs pays peut être dépêchée sur les lieux d'un conflit pour faire respecter les accords de cessez-le-feu. Les soldats de cette armée ont des casques bleus, on les appelle d'ailleurs les casques bleus. Toujours au moment des conflits, l'ONU met en place des dispositifs pour aider les réfugiés, pour les loger, les nourrir ou les soigner. D'autres agences, qui dépendent de l'ONU, tentent de lutter contre les famines dans les pays pauvres, de lutter contre les épidémies. Pour résumer, en 1945, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, on a deux superpuissances alliées et une organisation des Nations Unies destinée à garantir la paix. Le monde devrait donc entrer dans une ère de paix. Et pourtant non, bien au contraire. La carte de l'Europe en 1945 montre clairement que l'Europe est divisée en deux. À l'ouest, les pays libérés par l'armée américaine. À l'est, les pays libérés par l'armée soviétique et qui restent occupés. Très rapidement, l'URSS, encore dirigée par Staline, installe des dictateurs communistes dans tous les pays d'Europe de l'Est que son armée occupe. Immédiatement, les États-Unis et l'URSS, désormais rivaux, se lancent dans une intense guerre de propagande. Les États-Unis mettent en avant le mode de vie américain. On voit sur cette image une famille américaine moyenne, heureuse car son frigo est plein. Les États-Unis sont en effet, et de très loin, le pays le plus riche au monde en 1945. Et ils veulent convaincre le reste du monde de suivre leur modèle. La propagande de l'URSS répond en disant que le modèle communiste de l'URSS est meilleur que le modèle américain. Sur cette affiche de propagande, on voit l'URSS en rouge, représentée par un train lancé à toute vitesse, qui nous montre que, d'après cette affiche, l'URSS va connaître une croissance économique très forte qui va lui permettre de rattraper puis de dépasser les États-Unis et de devenir le pays le plus riche du monde. Au contraire, on voit en bas les États-Unis en noir, qui vont eux connaître une crise économique et s'appauvrir. Chacune des deux grandes puissances tente donc de convaincre que son modèle économique est le meilleur, pour convaincre les autres pays du monde de l'imiter. Les États-Unis dénoncent aussi le manque de liberté en URSS. On voit dans cette partie de l'affiche Staline écrasant des tombes. C'est un rappel de la terreur qu'il a mise en place en URSS. Les tombes sont celles des opposants politiques exécutés sur ses ordres. Dans cette autre partie de l'affiche, on voit un autre aspect de la terreur stalinienne, les opposants envoyés dans les camps de travail, le goulag, en Sibérie.
Enfin, la posture du soldat soviétique au premier plan, ainsi que la présence de canons et d'avions à l'arrière-plan, montrent que selon les États-Unis, l'URSS est un pays agressif et dangereux. L'URSS répond à ces attaques en dénonçant la fausse liberté des États-Unis. Sur cette affiche, on voit la statue de la liberté avec un cadenas sur la bouche, sur lequel on voit le symbole du dollar. La statue de la liberté est aussi sur le point d'être arrêtée et matraquée par un policier. Cela signifie que la liberté si vantée par les États-Unis est détruite par le pouvoir de l'argent et de l'État. Chacune des deux grandes puissances présente donc son adversaire comme un pays dans lequel la population n'est pas libre. Chacune des deux prétend représenter la véritable liberté, et donc là encore être un modèle à suivre pour le reste du monde. Sur cette affiche, on voit Staline qui danse en lançant des couteaux. Des couteaux sont déjà plantés dans les pays d'Europe de l'Est, ce qui rappelle que Staline a installé des dictatures communistes dans ces pays. On voit que la France est sa prochaine cible. Les États-Unis montrent ici l'URSS comme un pays qui veut dominer et envahir toute l'Europe, et en fait, le monde entier. L'URSS répond en montrant que les États-Unis ont installé des bases militaires partout dans le monde, et que ces bases, sur lesquelles il y a en permanence des soldats américains, encerclent et menacent l'URSS. L'URSS retourne donc contre les États-Unis l'accusation de vouloir dominer le monde. Les deux superpuissances sont désormais ennemies et rivales. C'est la guerre froide, une lutte à mort entre les États-Unis et l'URSS dont l'enjeu est la domination mondiale. Très rapidement, le monde se divise en deux camps. On voit sur cette caricature les deux superpuissances représentées comme des joueurs de flûte qui, à l'aide de leur propagande, entraînent tous les autres pays du monde derrière elles, chacune dans leur direction. On voit sur cette carte les pays du camp dirigés par les États-Unis, qu'on appelle bloc de l'Ouest, et qu'on voit en bleu. Il s'agit de l'Amérique, de l'Europe de l'Ouest, du Japon, de la Corée du Sud et du Vietnam du Sud. On voit en rouge les pays du camp soviétique, que l'on appelle bloc de l'Est, URSS, Chine, Cuba, Corée du Nord et Vietnam du Nord. Mais au fait, pourquoi parle-t-on de guerre froide? Parce qu'il n'y a pas d'affrontement direct entre les États-Unis et l'URSS. En effet, les deux superpuissances possèdent de très nombreux missiles nucléaires. Une guerre entre les États-Unis et l'URSS serait une guerre atomique, menant à la destruction mutuelle des deux superpuissances, voire de tous leurs alliés.